à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui c'est lundi et moi je suis heureuse de vous retrouver tous et toutes en bonne santé dans votre émission Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, depuis novembre 2019, elle a bouleversé le monde et ses habitudes. Oui, l'Afrique non plus n'est pas épargnée. En effet, en plein fouet, l'Afrique a reçu le coup. De nombreux morts sont... Chers téléspectateurs, la maladie, elle nous touche énormément. Et aujourd'hui, dans Soleil d'Afrique, nous arrivons même à perdre les mots parce que le mal se vit. La pandémie n'est pas un rêve. La pandémie n'est plus à la porte, elle est entrée dans nos quotidiens, elle est entrée chez nous au Burkina Faso. Chers téléspectateurs, je suis heureuse ce matin de recevoir parmi nous une personne honorable qui a accepté se prêter au jeu avec nous et aux circonstances pour qu'ensemble nous puissions parler de la maladie. Quel est le thème d'aujourd'hui? Le thème est Covid 2019, comment se prémunir? Allons ensemble à la rencontre de notre invité. Tu as vu, j'ai vu ça. Il est docteur en médecine, spécialiste en santé sociale, communautaire et comportementale, spécialiste certifié en éducation de santé, membre du Conseil régional de l'Ordre des médecins et coordonnateur du comité de volontaires contre le Covid-19. Lui, c'est le docteur Moumini Niaouré. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Et c'est un honneur pour moi d'être sur votre plateau pour échanger de ce sujet qui est super important. Nous sommes heureuses que vous soyez honorés parce qu'il faut le rappeler que le docteur est notre esclave, c'est notre bissa. Donc c'est dans une ambiance assez sérieuse mais assez folklorique que nous allons échanger. Docteur, qu'est-ce que le Covid-19? C'est une maladie infectieuse, c'est-à-dire une maladie qui se transmet à partir des germes, dont le germe est le virus qu'on appelle justement Covid-19. C'est un germe, c'est un virus de la famille de ce qu'on appelle les coronavirus qui a été découvert récemment en Chine et qui cause cette pandémie que nous connaissons aujourd'hui. Docteur, quels sont les signes de ce Covid-19? Comme je le disais, c'est une maladie infectieuse, donc elle a des signes qui sont assez connus, d'accord, assez général. Quand on a coronavirus, ça peut se manifester par la fièvre, par des maux de tête, par la toux, les éternuements ou le nez qui coule. Ça peut même se manifester rarement par la diarrhée. On a aussi connu chez certaines personnes l'absence du goût, c'est-à-dire la personne perd le goût ou ne peut plus sentir les odeurs. Donc c'est des signes qu'on retrouve dans le coronavirus. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'autour de 80% des gens ne manifestent pas la maladie. Ah bon? Voilà, donc on contracte le virus, mais on ne présente aucun signe de maladie. Donc sur 100 personnes, 80 personnes ne manifesteront pas la maladie. Et c'est les autres qui manifestent les signes que j'ai présentés tout à l'heure. Donc moi, je peux être en bonne santé, pourtant j'ai la maladie en moi, absolument, elle n'est pas déclarée. Voilà, vous pouvez ne pas manifester la maladie, mais porter le virus. Donc, et en général, on rencontre ça beaucoup chez les enfants, c'est pourquoi on dit qu'ils sont des porteurs sains. Voilà, donc c'est bien fréquent. Docteur, combien de personnes aujourd'hui au Burkina sont touchées? Alors, si je m'en tiens aux données officielles, nous avons autour de 222 patients aujourd'hui confirmés, testés positifs à coronavirus, dont 70 femmes et 152 hommes. Et parmi ceux-ci, on a déploré malheureusement 12 décès et il y a 23 qui ont été déclarés guéris. Voici un peu les chiffres officiels que je peux donner. Pourquoi les hommes sont beaucoup plus atteints? Oui. En fait, vous savez, comme la maladie se transmet de personne en personne, et nous sommes dans un contexte où les hommes sont beaucoup plus actifs, bougent beaucoup plus, mais il y a aussi le fait que quand on regarde les facteurs de risque qui expliquent que les gens soient malades, vous avez par exemple le tabagisme.
Voilà, c'est un facteur qui aggrave la maladie et qui rend plus susceptible de développer la maladie. Donc, ça peut être une explication. Mais il y a aussi quelque chose qui est très important à noter. Coronavirus est une nouvelle maladie et la science elle-même est en train de la découvrir. Donc, il y a des choses qui sont vraies aujourd'hui, qui peut-être demain pourront être démontrées fausses. Et c'est justement pour ça que quand on est homme de science, on doit avoir de l'humilité et parler avec beaucoup de prudence et de précaution. C'est important. Oui, mais sinon, effectivement, on a remarqué chez nous qu'il y a presque 2 fois plus d'hommes atteints que de femmes. Voilà. Et justement, il y a des comités, des chercheurs qui vont justement travailler sur la question pour décrire qui tombe malade, quel est le profil des gens qui sont malades et essayer de voir quelles sont justement les caractéristiques socio-démographiques de ces personnes-là. Voilà, ils vivent où, ils ont quel niveau d'études, etc. Que font-ils comme travail? Voilà, que font-ils comme travail. Tout ça, c'est des choses intéressantes à décrire pour permettre d'informer les décideurs. D'accord. Docteur, y a-t-il des personnes qui sont susceptibles de développer la maladie que les autres? Ben, en fait, selon les informations que nous avons par rapport aux études scientifiques sur ceux qui sont tombés malades dans d'autres pays comme la Chine, on a trouvé qu'il y a un groupe de personnes qui est plus susceptible de développer, ça veut dire d'avoir des formes graves. Il s'agit des fumeurs dont je parlais tout à l'heure. Il s'agit aussi des patients qui avaient déjà un problème. On parle dans le terme médical de comorbidité. Ça veut dire que le coronavirus est venu trouver que la personne déjà portait d'autres maladies. Donc il va l'achever. Voilà. Bon, dire qu'il va l'achever, c'est trop dit parce que ce n'est pas tout le monde qui meurt quand on a coronavirus, mais il va aggraver son cas. On parle dans le terme médical, on dit il porte des tares, les diabétiques, d'accord, les asthmatiques, les patients qui avaient déjà des maladies respiratoires chroniques. Les asthmatiques peuvent... Oui, les asthmatiques ont plus de risques que les autres de développer la forme grave. Parce que justement l'infection se focalise beaucoup plus sur l'appareil respiratoire. Mais s'ils viennent trouver qu'on avait déjà des problèmes, c'est beaucoup plus grave. Donc c'est un virus vicieux alors? Bon oui, on peut le dire ainsi. Il y a aussi les hypertendus, d'accord? Quand on a l'hypertension, c'est un facteur aggravant. Et donc tous ces groupes de personnes dont je viens de citer doivent être beaucoup plus attentifs, prendre beaucoup plus de précautions. Ouais. Certains groupes sanguins sont-ils plus exposés que d'autres? Bon, c'est une question que nous recevons beaucoup lors de nos discussions. J'ai vu dans la littérature que les patients qui sont du groupe sanguin A sont plus susceptibles que les patients du groupe sanguin O. Maintenant, ils trouvent que c'est... C'est que vous avez lu, hein? Oui, dans la littérature. Parce que ce que vous devez savoir, quand on est homme de science, on doit éviter de s'exprimer sur la base de l'intuition, en disant je pense que, peut-être que... Donc ce que je dis est basé sur des études scientifiques qui disent que, justement, qui ont trouvé que les patients, si tu regroupes les patients qui ont eu coronavirus, la majorité étaient des gens qui étaient du groupe sanguin A. Donc, ils ont pensé que c'est possible que ce soit les personnes qui ont le groupe A soient plus exposées que les autres. Ils ont essayé de donner des explications beaucoup plus complexes pour le profane, mais je pense que le danger de cette information, c'est de laisser penser que les gens qui sont du groupe sanguin O sont mieux protégés et qu'ils peuvent négliger les règles voilà, alors que ce n'est pas le cas. Il faut respecter les règles d'hygiène, il faut respecter les règles du ministère de la Santé si l'on veut se protéger et protéger les autres. D'accord. Allons ensemble suivre le message du ministère de la Santé.
7 choses à faire pour se protéger contre le nouveau coronavirus. Évitons de se serrer les mains et de faire des accolades. Les mains touchent de nombreux objets susceptibles d'être contaminés par le virus. Évitons de toucher nos yeux, le nez et la bouche. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau et au savon après avoir touché une surface souillée, avoir été en contact physique avec une personne. À défaut de savon, utilisons du gel à base d'alcool ou de la cendre pour éliminer les germes. Lorsque nous toussons ou éternuons, couvrons la bouche et le nez avec le coude plié ou avec un mouchoir à mettre immédiatement à la poubelle. Évitons tout contact étroit avec une personne qui tousse, éternue ou qui est malade. Gardons une distance d'au moins 1 mètre. Si vous avez été en contact avec un malade, observez l'autoconfinement avec surveillance de la température et des symptômes respiratoires et contactez obligatoirement la cellule de veille au 3535. Encourageons toute personne présentant les signes, fièvre, toux sèche, rhume, fatigue, douleur articulaire, difficultés respiratoires, à porter un masque, à rester chez elle, à éviter tout contact, à ne pas cracher par terre et appeler la cellule de veille au 3535. Ceci est un message du ministère de la Santé. 7 choses à faire pour se protéger contre le nouveau coronavirus. Évitons de se serrer les mains et de faire des accolades. Les mains touchent de nombreux objets susceptibles d'être contaminés par le virus. Évitons de toucher nos yeux, le nez et la bouche. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau et au savon après avoir touché une surface souillée, avoir été en contact physique avec une personne. À défaut de savon, utilisons du gel à base d'alcool ou de la cendre pour éliminer les germes. Lorsque nous toussons ou éternuons, couvrons la bouche et le nez avec le coude plié ou avec un mouchoir à mettre immédiatement à la poubelle. Évitons tout contact étroit avec une personne qui tousse, éternue ou qui est malade. Gardons une distance d'au moins 1 mètre. Si vous avez été en contact avec un malade, observez l'autoconfinement avec surveillance de la température et des symptômes respiratoires et contactez obligatoirement la cellule de veille au 3535. Encourageons toute personne présentant les signes, fièvre, toux sèche, rhume, fatigue, douleur articulaire, difficultés respiratoires, à porter un masque, à rester chez elle, à éviter tout contact, à ne pas cracher par terre et appeler la cellule de veille au 3535. Ceci est un message du ministère de la Santé. Retour sur le plateau de Soleil d'Afrique et pour tous ceux qui nous prennent en marche, vous êtes dans Soleil d'Afrique, votre émission interactive, tous les jours de lundi à vendredi à 11h et aujourd'hui nous avons comme invité Dr Moumini Niaouré qui est spécialiste en santé mentale et tout ça. Ah, franchement, c'est... il a fait beaucoup, les études sont très longues et le thème d'aujourd'hui c'est Covid-19, comment tout savoir pour se prémunir. Merci encore, docteur. Nous allons poursuivre avec nos questions pour nos téléspectateurs. Et aujourd'hui, nous aimerions savoir comment est organisé le dépistage au Burkina Faso. Pour ce que je sais, c'est que quand tu présentes les signes, tu appelles au 3535 comme c'est dit. Vous avez montré tout à l'heure et on va vous poser des questions et voir si vous êtes éligible. Ça veut dire si vous présentez réellement des signes qui font penser au Covid. Alors, ils vont envoyer des gens faire de l'investigation. Et ensuite, après investigation, ils vont envoyer donc, des gens faire le prélèvement et faire l'examen au laboratoire. Et après, ils pourront te dire si tu es positif ou pas. Et pendant tout ce temps-là, le patient, il est où? À la maison ou on le prend en charge quelque part en attendant? Le patient est normalement à la maison. D'accord, puisque si tu présentes les signes, on a dit qu'il faut s'auto-confiner, donc il faut rester à la maison, s'isoler des autres pour éviter, si tu es positif, de contaminer les gens. Donc, il reste à la maison, il appelle, et lorsqu'on vérifie, on vient faire le prélèvement. Voilà ce qui se passe. Nous avons eu plusieurs retours concernant le numéro 3535. Beaucoup d'internautes, surtout sur les réseaux sociaux, se plaignent de la non-réactivité des personnes au bout du fil. Parce que d'autres disent que quand ils appellent, personne ne décroche. D'autres disent qu'ils appellent, ils expliquent leurs symptômes, mais personne ne vient voir ce qui se passe. Au finish, qu'est-ce qui se passe au niveau de la cellule? Je pense que c'est mieux que les gens qui travaillent à la cellule répondent à cette question. Mais ce que j'ai pu entendre au niveau de, par exemple, par les voies officielles, il y a eu des fois où les appels, ils ont reçu 50 000 appels. Alors, et des gens qui appellent pour juste vérifier si ça marche ou pas, des gens qui appellent pour tester.
Bon, vous comprenez que ça devient super difficile de pouvoir gérer les appels dans ce sens. Cependant, je pense que les gens aussi ne devraient pas céder à la panique parce que les signes que vous présentez aujourd'hui, dans la plupart des cas, vous les avez déjà présentés avant l'arrivée du coronavirus. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément le coronavirus qui est à la base de ce que vous vivez. Donc, pas de panique. Appelez effectivement pour qu'on vous prenne en charge. Mais ne paniquez pas, ne cédez pas à la panique. Et si vous appelez et que ça ne passe pas, patientez un peu et rappelez parce qu'en général, c'est quand la ligne est occupée. Oui. Voilà. Quelles sont les mesures qui sont prises, qui sont mises en place quand la maladie est déclarée? Ben non, quand tu as été testé positif, on t'isole. Ça veut dire qu'on vient te chercher, qu'on t'amène dans un centre de santé. Spécialisé pour recevoir les patients. Voilà, spécialisé. Quand je dis spécialisé, ça veut dire un centre qui a été aménagé. Pour répondre à la pandémie. Et donc, vous êtes reçu là-bas et vous êtes pris en charge en fonction de votre tableau. Parce qu'il y a des gens qui sont testés positifs, mais qui n'ont pas un tableau grave. C'est-à-dire? Ça veut dire que, par exemple, vous allez avoir certains qui sont en insuffisance respiratoire, qui présentent des signes de difficulté à respirer et qui ont besoin de plus de soins intensifs que d'autres qui, effectivement, manifestent seulement, par exemple, les maux de tête, les courbatures. Donc, on ne les prendra pas en charge de la même façon. Mais on les met dans un centre de santé et on les met dans un centre de santé et on les isole, on les suit, on prend les températures régulièrement et on leur administre un traitement symptomatique. Symptomatique, ça veut dire quoi? C'est les signes qu'on soigne. D'accord. Quand vous avez la fièvre, on met un médicament contre la fièvre, les maux de tête, etc. Et c'est ce qu'on fait. Et donc, c'est peut-être l'occasion aussi de dire aux gens d'éviter l'automédication. Ah, sinon ça, là, c'est pas simple. Nous tous, souvent, on fait ça. Mais c'est parfois très dangereux. Par exemple, dans le cas du coronavirus, il est mieux de ne pas utiliser les médicaments comme l'ibuprofène, diclofénac, que pourtant on voit les gens prendre. Oui, diclofénac, un peu seulement, tu as mal ici, tu avales. L'ibuprofène, tu as mal ici, tu avales. Ça peut être très dangereux. Et donc, il faut les éviter. Et les médicaments, quand vous les prenez, ils peuvent causer des problèmes au niveau des reins, au niveau du foie, au niveau du cœur et au niveau des yeux. Donc, il vaut mieux ne pas le faire et de prendre les médicaments seulement quand le médecin le prescrit. Je comprends, en tant que dans le domaine des sciences comportementales, c'est assez compréhensible de voir que devant la peur, devant l'inconnu, les gens se mettent à adopter des comportements assez particuliers. Mais le conseil que je peux donner, c'est que les gens doivent éviter l'automédication tant qu'ils peuvent. Docteur, les anciens disent que la maladie là existait avant, que ça s'appelait front, rhume des seniors et les... Bon, excusez-moi, mon moré n'est pas arrivé loin, donc je vais essayer de me faire comprendre. Ça s'appelait front, non, c'est ça? Donc, ils disent que ça existait avant et que pour traiter ça, il y a plein de médicaments traditionnels qui sont là. Donc, c'est pas la peine qu'on se stresse et qu'on panique. Voilà, il suffit juste d'aller voir le guérisseur du quartier et puis voilà. Ou le praticien et puis c'est guéri. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Fond là, ça existait avant, c'est ça qui est revenu sous une autre forme en 2019, qui s'appelle maintenant Covid-19. Genre une ancienne mariée qui est redevenue belle et qui s'est remariée encore, je ne sais pas. Comment vous voyez ça? Encore une fois, il n'y a pas de preuve. Quand tu dis ça, moi je voudrais savoir quels sont les éléments scientifiques sur lesquels on se base pour dire ça. Mais bon, quand tu dis ça, les gens vont dire, voilà quelqu'un qui a fait l'école du blanc arrivé loin, mais là tu viens nous demander quels sont les éléments scientifiques. Mais ce que je sais, c'est que de mémoire des données scientifiques, c'est une nouvelle maladie. C'est un nouveau virus qui est rentré en contact avec l'humain et qui, par mutation, est devenu un problème pour les humains. D'accord? Si ça existait avant, je ne sais pas.
je ne peux pas dire non formellement, mais je ne peux me baser sur rien pour dire oui aussi. D'accord. Et moi, je ne pense pas que nos praticiens soient forcément des petits thérapeutes. Moi, je fais de la santé communautaire et je peux vous garantir que la médecine traditionnelle, c'est-à-dire en comparaison avec la médecine moderne, a sa place dans nos systèmes. La médecine chinoise, elle est très très bien appliquée, pratiquée et tout. La médecine indienne qu'on appelle l'Ayurveda, qui est aussi très bien, qui est bien codifiée. Le problème avec nous, notre médecine traditionnelle souvent, c'est l'absence de documentation, l'absence de codification de ce que nous faisons. Quand on te donne des médicaments, on ne te dit pas d'où ça vient, quelle est la posologie. Et on te dit ça. On te donne la posologie, on te dit tu enlèves une cuillère, tu mets dans non, du quand l'eau, c'est comme ça, et puis tu fais comme ça, et puis tu vois à telle heure là. Bon, quand c'est comme ça, si on avait justement, c'est peut-être un appel que les chercheurs s'intéressent beaucoup plus à ces questions-là. Si on pouvait faire beaucoup de recherches allant dans ce sens, on aurait pu découvrir beaucoup de maladies et médicaments. Est-ce que vous savez par exemple que le FACA, qui est un médicament pour les drépanocytaires, ça a été découvert comme ça chez des praticiens par un étudiant qui est allé en stage rural, qui a vu ça et qui est venu parler à ses enseignants. Et après recherche, on a mis ça en place. Pour dire que nous avons beaucoup de richesses dans nos cultures, dans la médecine traditionnelle, mais il faut bien les codifier. Il faut faire de la recherche pour que, justement, on ne mette pas en danger la vie des gens en voulant les aider. Voilà ce que je peux dire. Docteur, les femmes enceintes sont plus susceptibles d'attraper le virus? Alors, la réponse à cette question, encore une fois, je n'ai pas lu dans la littérature que les femmes enceintes ont un risque particulier. Je n'ai pas lu non plus que les femmes enceintes peuvent le transmettre à leur bébé dans le ventre, parce que vous savez que dans certains cas de maladie, une femme enceinte peut transmettre la maladie à son enfant, ok? Et il peut même avoir des déformations en cas de grossesse. Par exemple, la dengue. On a vu qu'une femme enceinte qui a la dengue peut avoir des conséquences sur le bébé. Mais à ce jour, je n'ai pas encore lu donc des données qui puissent me dire que la femme enceinte a beaucoup plus de risques ou bien que son enfant est à risque. Mais je conseille aux femmes enceintes d'être prudentes et de respecter les consignes qu'on donne, que le ministère de la Santé a édictées. Une autre question allant dans ce sens. Est-ce que les relations sexuelles peuvent transmettre le virus? Alors, pour ce que j'ai lu aussi, les rapports sexuels, parce que quand on dit est-ce que les rapports sexuels peuvent donner la transmission, il faut faire attention. Est-ce que par voie sexuelle, genre par les sécrétions sexuelles et autres, on peut avoir coronavirus? Pour le moment, je pense que la science dit non. Je n'ai pas encore retrouvé de littérature. Je suis tellement prudent par rapport à ce que je dis, parce que on est en perpétuelle construction de la connaissance par rapport à coronavirus. Et tu peux venir gaillardement t'asseoir à la télé, dire des choses, et juste avant la fin de l'émission, on te dit que non, ce que tu viens de dire, on vient de découvrir. Et donc, justement aussi, parce qu'on interprète tellement ce que nous disons à la télé, à la radio et autres, je vois beaucoup de fake news. D'accord, on met juste Docteur X a dit et les gens interprètent, et les gens interprètent comme ils veulent, alors qu'on ne peut pas s'amuser à ça. D'accord. Les rapports sexuels, pour le moment, on trouve que les rapports sexuels ne donnent pas. Mais, supposons qu'une des personnes est infectée et ils sont très proches les uns des autres pendant les rapports sexuels. S'il y a la toux, s'il y a des choses qui sont très proches, mais quand les rapports sexuels, c'est qu'on est proche. Voilà, c'est ce que je dis. Lors des rapports sexuels, on peut, des circonstances peuvent faire que justement, on contamine l'autre, mais ce n'est pas les rapports sexuels en eux-mêmes qui ont causé la transmission, mais c'est la proximité. D'accord? Donc, si quelqu'un est suspect d'avoir été en contact avec le virus, l'idéal serait d'observer le confinement pendant 14 jours. Et pendant les 14 jours, il y a ce qu'on appelle la distanciation sociale.
Ça veut dire être à 1 mètre des autres, autant qu'on peut, presque tout le temps, pour éviter de transmettre le germe. Et donc, si vous êtes en rapport sexuel, ça veut dire que vous êtes à moins d'1 mètre les uns des autres et vous pouvez donc en ce moment transmettre. Ce n'est pas le rapport sexuel lui-même, mais c'est le contact et la proximité qui favorise cela. Docteur, lorsqu'une personne est détectée positive, qu'elle est partie en isolement, que devient son entourage, les autres autour de lui? Alors, il faut savoir que quand on dit confinement, c'est un terme général pour dire isoler certaines personnes. Maintenant, isoler, quand on dit on est en isolement, ça veut dire que la personne est malade. Ok? On a testé positif la personne, on l'isole. Maintenant, si quelqu'un, on a suspecté qu'il a été en contact avec quelqu'un qui était malade, lui, on le met en quarantaine. Ok? Et la quarantaine peut se faire à la maison si la personne est disciplinée. Dans le cas contraire, on met la personne dans un endroit bien aménagé pour ça. Et il y a des règles à suivre, ok? Il faut, dans le meilleur des cas, être dans sa pièce isolée. Mais comme nous sommes dans un contexte africain où on vit ensemble et tout, tout le temps sociable, il faut sortir. Il faut éviter de dormir sur les mêmes couchettes que les autres. Il faut avoir sa propre couchette, ok? Dormir à 1 mètre au moins des autres, en s'assurant qu'on ne va pas rouler, aller se coller aux autres. Il faut éviter de partager le salon et les espaces où les gens se retrouvent en général, d'accord? Et les cuillères, les assiettes, absolument, tout ça. Il vaut mieux éviter de partager ces ustensiles avec les autres pendant la période de confinement. Mais il faut aussi s'observer, prendre régulièrement sa température, observer s'il y a des signes qui apparaissent pour effectivement signaler. Signaler, si. Voilà, pour qu'on fasse des examens plus approfondis. Et un point important, c'est les femmes qui sont en train d'allaiter. Oui. Les femmes allaitantes, pour le moment, la science n'a pas montré qu'une femme allaitante peut contaminer son bébé pendant l'allaitement. Mais elle doit quand même se nettoyer, respecter toutes les règles d'hygiène avant d'allaiter son enfant. Et après, il faut respecter l'isolement et porter même un masque pendant l'allaitement. Docteur, nous allons revenir à toi tout à l'heure. On va marquer une pause musicale avec un artiste interplanétaire, si je peux le dire. Allons ensemble découvrir son message face au coronavirus. Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde est dans des beaux draps. Virus que tu. Monsieur Corona, qui es-tu? Ce virus que tu. La connerie est réelle, on ne joue plus. La planète en confinement, qui l'aurait cru? Ça raconte que l'homme noir, ça ne tue pas. Que Corona sous le soleil ne résisterait pas. Mais les églises sont fermées, les mosquées se sont vidées, les restos sont confinés, tous les bars sont sous scellés. Les rumeurs disent que c'est maladie de blanc, que Mamadou le guérisseur a son médicament. Les rumeurs disent que c'est une attaque biologique. Monsieur Rumeur finira par enterrer l'Afrique. Mieux vaut prévenir que mourir dans ce contexte. Protéger, c'est secourir les autres, faire le bon geste. Oh, donc lave-toi les mains très régulièrement au savon. Avant de tousser, mets le coude en avant. Oh, utilise un mouchoir à usage unique. Oh, en cas de contagion, reste chez toi sans panique. Je t'aime bien, mais salue-moi avec ton coude. Si je refuse, faudra pas que tu me boudes. Même à ce qu'on est, le nouveau style est toxique. Que ton meilleur ami soit ton gel hydroalcoolique. Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde est dans des beaux draps. Virus que tu. Monsieur Corona, qui es-tu? Le monde ne comprend pas ce virus que tu. Où vas-tu? En cas de contamination, ne paniquez pas. Restez chez vous, appelez votre médecin ou le numéro vert.
C'était le message de notre artiste Marty face à la pandémie coronavirus. Prenez soin de vous surtout et puis écoutez et respectez les mesures sanitaires. Je reviens avec notre invité, Dr Moumouni Niaouni. Merci en tout cas pour la disponibilité, pour tous ces éclaircissements que vous nous apportez. Donc Moumouni Niaouni, c'est de quelle région du Burkina? Je suis du centre-est. Vous êtes du centre-est. Je suis Bissa. Il est Bissa. Je voulais qu'il répète encore qu'il est Bissa et qu'il sache. Je sais qu'il sait, mais il faut qu'il se rassure qu'il est en face de son patron. Voilà. Il paraît pourtant que le tigre ne proclame pas sa tigritude, c'est ça. Nous sommes au courant de tout ça, mais souvent ça dépend. Il faut griffer un peu pour que les gens sachent que tu mords là. Ok, d'accord. Vraiment, docteur, merci pour la sympathie, pour la disponibilité. En cas de confinement, comment est-ce qu'on doit faire? Ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on est confiné, il faut respecter les règles déjà que tout le monde doit respecter. Laver régulièrement sa main, éviter de tousser ou d'éternuer dans l'air. Il faut mieux se protéger avec le coude ou bien avec une pochette jetable, d'accord, qu'on doit jeter immédiatement à la poubelle. Il faut respecter la distanciation sociale parce que le virus ne s'envole pas, le virus ne marche pas, il se transmet d'humain à humain. Et c'est quand nous sommes trop proches que je peux te transmettre la maladie. Donc, je dois protéger les autres en évitant d'être trop proche d'eux. Si je pense avoir été en contact avec le virus pendant 14 jours. Pourquoi 14 jours? Parce que c'est le moment pendant lequel la maladie va se manifester. Après 14 jours, si ça ne se manifeste pas, on a très peu de risques de manifester la maladie. Ça veut dire qu'on n'a pas été en contact avec le virus, probablement. Je dis probablement parce que des études aussi ont montré qu'une personne sur deux est contaminée par quelqu'un qui n'a pas manifesté la maladie, c'est-à-dire quelqu'un qui est asymptomatique. Donc il faut respecter ces règles-là. Il faut, si on peut être dans sa chambre, il faut l'être. Si on ne peut pas être dans sa chambre, il faut au moins être à distance avec les gens. Et dans cette maison-là, si vous pouvez au maximum, il faut ventiler. Il faut aérer, mettre les ventilos pour que l'air circule très bien dans la cour, dans la maison plutôt, parce que ça favorise, ça évite le confinement. Voilà. Et les climatiseurs? En fait, je préfère être prudent par rapport à ça parce que les gens vont encore dire que la chaleur ne tue pas le virus et qu'elle tue le virus, donc on n'est pas à risque et tout. Donc, je n'ai pas encore lu que le climatiseur serait mauvais si on est en confinement. Mais bon, il vaut mieux être dans un bon climat quand même. Docteur, mes parents, mes frères disent qu'il suffit d'avoir un petit verre de koutoukou ou bien un peu de tossé, de chapalo. Et puis, cette affaire-là, c'est une affaire de blanc. Quel est le message que vous avez à leur dire? Il faut que vous parliez à mes parents là, parce que ce n'est pas simple. Alors, je voudrais bien dire à tes parents, les gourous, tes patrons, bien sûr, que coronavirus ne peut pas se soigner en buvant l'alcool. Quand il rentre dans ton corps, il n'est pas seulement au niveau de la gorge et que quand tu bois l'alcool, ça les tue, c'est fini. Non, ils vont dans tes poumons. Ils sont à l'intérieur des cellules et que ton alcool, même si tu nages dans l'alcool, tu ne peux pas justement le tuer. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de boire des quantités de kotoku. D'ailleurs, je pense que c'est juste une excuse pour continuer à boire le kotoku, qui est pourtant mauvais pour la santé. Donc, ce n'est pas en buvant le kotoku qu'on va venir à bout de la maladie. Quand vous êtes malade, il y a un service habilité pour vous soigner. D'accord? Il faut juste se prémunir de la maladie en respectant les règles. Comme on le dit, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, donc c'est ce que je peux leur dire. Docteur, y a-t-il une tranche d'âge beaucoup plus touchée, qui est susceptible d'être plus touchée par... c'est vrai qu'on sait que les enfants sont des porteurs sains, mais à partir de quelle tranche d'âge on doit commencer à s'inquiéter? Bon, est-ce qu'on doit dire comme ça? Je pense que n'importe qui doit s'inquiéter de ne pas avoir la maladie, ok? Mais on a remarqué que les enfants sont moins à risque, d'accord, que c'est plutôt des personnes âgées. Si vous regardez parmi ceux qui sont décédés au Burkina, vous verrez que c'est des adultes,
Et c'est partout ailleurs, en Chine, En Italie, en France, tout en ça. Italie. Et donc, c'est les personnes âgées, d'accord? À partir de 30-40 ans, le plus jeune, si je ne me trompe pas, ici avait 33 ans. 33 Si je ne ans. me trompe pas, ok? Donc, c'est les personnes plus âgées. Et plus on avance en âge, plus la maladie est plus grave et plus on a des risques de mourir de la maladie. Voilà. Et à partir de 60-70 ans, c'est vraiment... on a beaucoup plus de risques. Avant de revenir avec le docteur, nous allons passer à une autre rubrique. Leur avis compte, une équipe de LCA s'est dépêchée sur le terrain pour recueillir leurs avis. Allons ensemble à la rencontre de nos téléspectateurs à travers le micro-trottoir. Je ne connais pas. Si vous connaissez, vous pouvez me montrer. La maladie de coronavirus, on dit ça tue, c'est l'éternuement, la fièvre. Voilà, c'est ce que j'ai entendu parler. Il faut rester loin des gens, au moins 1 mètre, il faut laver régulièrement les mains. Ça, c'est pas pour le coronavirus, mais pour la poussière. Sinon, bon, j'ai un autre masque à la maison pour le coronavirus. Mais bon, ça aussi, je pense que ça protège un peu. Bon, c'est que c'est une maladie très contagieuse qui se manifeste par la toux, la fièvre, voilà, et qui est très contagieuse. Maintenant, pour lutter contre cette pandémie, il faut se désinfecter régulièrement les mains, soit avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Et il faut respecter le délai, une distance d'1 mètre entre les individus, voilà, pour éviter cette maladie. Comme tout le monde le voit, ça fait plusieurs semaines que le Burkina Faso est atteint par cette pandémie. C'est vraiment une maladie qui fait rage dans le monde entier et que vraiment c'est par vraiment les contacts physiques qu'on peut vraiment contacter cette maladie. Je profite de ce micro aussi pour encourager nos autorités, encourager le corps médical qui se bat nuit et jour pour éradiquer cette pandémie. Nous aussi en tant que population devrons aussi faire un effort pour respecter les consignes données et qu'ensemble nous allons pouvoir éradiquer ce mal hors de ce pays et même hors de ce monde. Se protège par des gants et quoi là? Des cache-nez. On lave les mains avec du savon. C'est tout ça. Et la maladie coronavirus, bon, on entend toujours parler de ça. C'est une maladie qui est très très contagieuse. Vraiment, c'est à éviter. Comment se protéger? À la télé, on a vu, on parle de se laver les mains avec du savon et utiliser les gels hydrauliques. Ainsi se protéger avec les masques, ainsi de suite. Bon, se protéger, c'est d'abord respecter et vraiment se laver régulièrement les mains avec le liquide hydroalcoolique ou même du savon. Et aussi se protéger aussi avec les masques et aussi respecter les distances données, c'est-à-dire les 1 mètre. Et aussi ne pas se regrouper dans un grand monde, être espacé et vraiment faire attention vraiment avec ceux-là qu'on cause. Et on peut être on peut être vecteur ou bien aussi on peut être infecté par cette personne-là. Donc voici en quelque sorte les consignes données par nos autorités, par le corps médical afin d'éviter cette maladie. C'était là le micro-trottoir et l'avis de nos téléspectateurs. Docteur, nous avons entendu parler du cache-nez, un cache-nez spécial pour empêcher la contamination ou d'attraper le virus. Parce qu'il y a une qui l'a souligné, elle a 2 cache-nez, donc on veut comprendre. Alors déjà, je pense que j'ai beaucoup aimé quand tu as dit que leur avis compte. En effet, quand on veut répondre adéquatement à cette pandémie, l'avis de la communauté compte. La perception du risque de la communauté compte. Son niveau de connaissance sur le sujet est très important parce que c'est comme ça qu'on peut définir les stratégies d'approche et intégrer ce qu'ils pensent, ce qu'ils savent pour gérer la situation. Maintenant, porter un masque à l'état actuel de la connaissance, on n'a pas encore démontré que le port du masque protège celui qui porte. Il protège plus probablement ceux qui
les autres. Quand on pense qu'on présente des signes, quand on tousse, quand on éternue, on a le bec qui coule et tout ça. On doit se protéger. On doit porter le masque en ce moment. Ça nous évite de tousser et de contaminer les autres. Maintenant, je pense qu'il y a aussi un aspect économique dans cette décision parce qu'on a peur qu'il y ait une pénurie de masques qui va donc faire en sorte que même les professionnels de santé n'arrivent plus à se protéger pour soigner les gens. Sinon, les masques, il y en a plusieurs types et le type qu'on conseille le plus, c'est le FFP2 qui est beaucoup plus, qui permet plus de protéger mieux. Mais ce que moi je conseille aux gens, c'est de ne pas paniquer, encore une fois, et de respecter les consignes, rester à distance et se dire que sauf si je présente des signes, je n'ai pas besoin de porter le masque. Voilà. Docteur, vous êtes membre du comité, vous êtes membre de la coordination, des volontaires contre le Covid-19. Quel est votre plan d'action? Comment ça se passe là-bas? D'abord, pourquoi cette initiative et voilà, qu'est-ce que vous comptez faire? Ok, bon, d'accord. Alors, il faut se dire que c'est une initiative assez spontanée, mais qui se justifie par le fait qu'en aucun pays au monde, le gouvernement seul ne peut faire face à ce coronavirus. Ça n'existe pas. Il faut que les communautés se mobilisent. Donc, nous avons décidé de nous mobiliser et d'agir en collaboration avec la coordination qui existe déjà, qui a été mise en place, qui fait beaucoup déjà sur le terrain. Nous avons décidé de leur apporter ce que nous pouvons. Ça veut dire nos savoir-faire, parce qu'il y a des étudiants en médecine qui contribuent, il y a des acteurs de la santé, des infirmiers, des AIS, des médecins qui ont décidé de s'associer à l'initiative en apportant leur savoir-faire, leur savoir-être. Il y a des gens qui répondent aux appels téléphoniques, il y a des gens qui sont formés et qui vont sur le terrain. Mais on s'organise de mieux en mieux pour créer des cellules dormantes. Même là où il n'y a pas coronavirus, il faut les former déjà. Il faut les préparer à l'éventualité que coronavirus arrive là-bas. Si vous voyez déjà même comment coronavirus s'étend dans le pays, vous verrez que ça suit les grandes voies, l'axe Bobo-Ouaga jusqu'à Banfora. Et c'est pour dire que ça suit les transports, les gens qui se déplacent. Donc du coup, si nous mettons en place, heureusement qu'il y a eu des mesures qui ont été prises pour stopper ces déplacements-là, mais notre stratégie est de communiquer. Communiquer juste sur la maladie. Ça veut dire que éviter que les gens ne paniquent et que les gens n'adoptent des comportements qu'il ne faut pas. J'ai vu des gens commencer à tailler des écorces de Nîmes pour boire, des gens tailler des écorces de caïcédra. On dit que c'est la chloroquine. Voilà, et des gens se ruer pour chercher la chloroquine. Tout ça, c'est le manque d'information, c'est le fait de ne pas avoir l'information juste. Et justement, quand on se tait, quand on ne fait rien, les gens inondent les réseaux sociaux avec des fake news. Et des fake news qui sont super graves parce qu'il y a des gens que j'ai vu porter des titres, passer sur les réseaux sociaux et donner des mauvaises informations. Donc notre stratégie, c'est de donner l'information juste. D'ailleurs, on est à un site web qui est en création, en cours de construction, qui sera disponible bientôt et qui permettra aux gens d'interagir avec nous, avec des spécialistes. Et on a des spécialistes en santé publique, des spécialistes en psychologie et autres, qui vont donc nous aider à répondre aux gens pour les calmer et tout. On a même des spécialistes en nutrition, qui justement, la nutrition joue un rôle extrêmement important dans tout ça, parce que quand tu manges équilibré, quand tu manges diversifié, quand ton alimentation est riche en vitamines et en sels minéraux et tout, ton organisme est beaucoup plus solide, ton système immunitaire est meilleur et tu peux donc résister aux maladies. Et je profite encore parce que j'avais omis de dire que pendant le confinement, il faut éviter la sédentarité. Donc, il faut bouger. Quand je dis de bouger, ce n'est pas tourner dans la maison, aller toucher les autres, contaminer les autres. Mais je veux dire que dans ton confinement, il faut faire le sport. Il faut mettre une musique qui te plaît et tu danses. Il faut sauter à la corde.
Il faut faire le vélo immobile si tu en as. Il y a des gens qui vont s'auto-confiner pour se faire plaisir seulement. Voilà, s'il le faut. Mais en faisant le sport, votre organisme se renforce, le système immunitaire se renforce et vous produisez des substances de bien-être qui vous permettent d'être psychologiquement même mieux que quelqu'un qui reste en confinement. Et, voilà. Et donc, parmi les initiatives aussi que nous prenons, en dehors de soutenir la coordination, en dehors de la stratégie de communication que nous voulons faire, nous pensons aussi organiser des cellules de sensibilisation qui vont, à l'aide des mégaphones, communiquer avec les communautés. Nous allons partager des gels hydroalcooliques, nous allons partager du savon liquide, nous allons partager des messages encore à travers des personnes dans leur communauté. Et dans leur langue aussi? Oui, bien sûr, absolument. Ça, c'est fondamental. Parce que si je m'assois et je conçois des messages en français, alors que vos parents à Tchébélé ne pourront rien comprendre. Donc, il faudra élaborer des messages qui s'adaptent à la culture, voilà, et qui peuvent donc permettre aux gens de mieux comprendre et de bien faire ce qu'il faut faire. Et nous pensons aussi qu'il faut une solidarité agissante allant au-delà de l'information médicale, allant au-delà de comment je vais dire, par exemple, les gens en confinement ont des challenges psychologiques, d'accord? Il faut les soutenir avec des appels téléphoniques qui peuvent appeler pour échanger. Mais il faut aussi se dire que les mesures de confinement vont porter préjudice à certaines familles qui sont déjà vulnérables, qui mangent au jour le jour, qui travaillent au jour le jour pour manger. Ces familles-là, il va falloir que des initiatives locales se mettent en place pour les soutenir, préparer et partager à ces familles-là pour qu'elles puissent vivre dans la dignité, dans le confinement. Sinon, ça va être super difficile. Après quelques jours de famine, il y a des gens qui ne pourront plus tenir. Et je pense que les autorités devront justement penser à des stratégies, à des mesures qui vont permettre de mitiger, de soulager un peu, ces familles-là et ces commerçants et autres acteurs de l'informel, du secteur informel, qui ne peuvent pas survivre à une mesure drastique de confinement. Voilà un peu des initiatives que nous prenons. Et on est organisé en groupe et en individu. Il y a des Comment ça se fait en groupe et en individu? Bon, il y a des associations qui nous ont rejoints. Et donc, leur plan d'action et autres, nous allons travailler ensemble à faire des choses synergiques pour éviter des doublons. C'est ça. Si par exemple, la synergie d'action pour être plus impactant. Absolument. Si des groupes de jeunes décident de faire quelque chose à Zogona, si nous sommes tous ensemble et qu'on est informés, la coordination voudrait que d'autres personnes n'aillent pas à Zogona faire les mêmes choses. Donc ensemble, on s'organise pour mieux impacter et de façon synergique et coordonnée. Comme quoi le coronavirus nous rappelle notre condition humaine. Absolument. Absolument. Docteur, quels sont les profils que vous recherchez dans votre comité? Parce que j'ai entendu beaucoup de médecins, d'infirmiers. Je n'ai pas entendu un autre profil au fait. C'est parce que nous sommes à l'émission, on ne peut pas tout citer. Sinon, en fait, toute personne de bonne volonté, de bonne moralité, parce que c'est très important, peut aider son prochain. Et nous avons au sein de nous et de notre groupe des communicateurs, d'accord, qui vont aider dans la définition de la stratégie de communication. Nous avons des journalistes avec nous. Nous avons des étudiants de d'autres domaines, en économie et autres, qui sont avec nous. Donc, même des étudiants, bon, quand je dis même, c'est trop dit, mais on a aussi des étudiants en philosophie. Donc, pour vous dire que c'est une question de nous tous. Et voilà. Et il faut savoir, ça c'est très très important, que quand tu veux faire une analyse d'un problème de santé, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau individuel. Quels sont les facteurs individuels? Ça veut dire qui sont propres à moi, qui peuvent faire que la maladie se propage ou se limite. Alors, il y a mon comportement, il y a mon niveau de connaissance de la chose, il y a
il y a ce que je veux dire, mes conditions physiques, si j'étais malade ou pas et tout ça. Donc ça, c'est au niveau individuel. Il y a au niveau communautaire. Dans la communauté, tu as nos formes de pensée, d'accord? Tout ce qui est us et coutumes, tout ce qui est tabou, ça influe sur la maladie. Vous avez des gens, j'ai écouté des reportages où des gens ont dit on mange ensemble depuis notre enfance, donc vous ne pouvez pas venir nous dire de ne pas manger ensemble aujourd'hui. D'accord? Nous prenons le thé ensemble tous les jours, on ne peut pas arrêter de prendre le thé. Donc tous ces facteurs sociaux-là influent sur la dynamique de la maladie. Il y a aussi les facteurs physiques. Si on a des centres hospitaliers, on a des services de santé de bonne qualité qui ont des agents de santé bien formés, on pourra mieux gérer la maladie. Et le troisième niveau maintenant, c'est le niveau politique. C'est l'ensemble des lois, c'est l'ensemble des décrets et tout qui entourent le financement des systèmes de santé, qui entourent toutes les règles qui peuvent permettre de protéger les populations, de réduire les dépenses des populations et autres. D'accord? Et donc, ce qui nécessite donc au niveau communautaire que tout un chacun voit la responsabilité individuelle et la responsabilité collective pour qu'ensemble on puisse mettre dans la main, travailler à aider dans la lutte contre le coronavirus. Docteur, quelle attitude doit-on adopter face à nous-mêmes et face aux autres pour empêcher la pandémie? Alors, je pense que je vais dire quelque chose que les gens savent déjà. Et pour les gens du science du comportement, nous disons que savoir ne suffit pas. Okay? Si savoir suffisait, vous ne verrez jamais un médecin qui fume. Okay? Donc, mais pourtant, il en existe. Donc, ce n'est pas savoir qui suffit. Ce que je veux dire, connaître, il faut s'informer. Okay? Notre première attitude, c'est ça, c'est d'être des gens compétents. Donc, nous former. Et si nous avons la bonne information, adopter les bons comportements. Les bons comportements, c'est la distanciation sociale. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est de respecter les règles d'hygiène. Laver régulièrement les mains parce que le germe, il peut rester sur des surfaces comme les poignées de main, comme sur les tables, des heures et même des jours. Et si je le prends avec la main et que je manipule ma bouche ou mes narines ou mes yeux, je peux me contaminer. Donc, je dois régulièrement laver les mains. Parce que quand je fais tout ça, je me protège, mais je protège aussi les autres. Pourquoi je dis que je me protège? Parce que si je suis malade et que je n'ai pas pris des précautions et je rends les autres malades, quand je guéris, les autres peuvent me recontaminer. Parce que malheureusement, à ce jour, on a vu des gens qui ont été malades et qui ont encore été malades après avoir été déclarés guéris. Donc pour même vous dire, corona là? Oui, je parle de coronavirus. Donc il y a des cas où des gens guérissent et retombent malades. Donc on se protège, on protège les autres. Et si tu respectes les méthodes de confinement, les règles de confinement, tu protèges ceux que tu aimes. Tes enfants, ta femme, ton mari, tes parents. Et donc c'est une affaire de tous et nous devons les respecter. Donc il faut être responsable. Il ne faut pas paniquer. Ça aussi c'est important. Mon attitude en tant qu'individu, c'est de ne pas paniquer face à coronavirus et d'adopter des règles responsables en disant que si on dit de ne pas sortir lors des couvre-feux, ça ne veut pas dire d'aller dans des bars enfermés. Ça ne veut pas dire d'organiser des shows à la maison. Ça ne veut pas dire d'aller dans des grains à la maison. Ça veut dire s'isoler pour que la maladie ne passe pas par moi pour continuer à faire ses ravages. Une seule personne peut contaminer de premier échelon 2 à 3 personnes. Mais à la génération 10, ça fait 3500 personnes. Donc si j'arrête la propagation de la maladie à travers mon comportement, je sauve des milliers de personnes qui ne vont pas tomber malades. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à notre attitude face à la maladie. Docteur, avant de vous laisser partir, j'aimerais prendre votre conseil, donner votre conseil par rapport à la population. D'accord. Alors, quel appel vous avez à leur lancer face à coronavirus? Très bien. Alors, mon appel, il est le suivant. Le Burkina Faso faisait déjà face au terrorisme, qui est une situation assez grave. Nous faisons face encore à coronavirus, qui est une situation très sérieuse et que chacun a un rôle à jouer. Il ne s'agit pas seulement de
river les yeux vers le gouvernement, vers le ministère de la Santé et dire qu'est-ce qu'ils font pour nous, qu'est-ce qui ne va pas. Il faut se poser la question, qu'est-ce que moi je fais pour que le coronavirus ne continue pas? Donc, est-ce que je suis prêt à être responsable? Je lance un appel aussi aux gens de dire que qu'est-ce que nous faisons en tant que société? Quelle est la solidarité que je développe autour de mes voisins, autour des membres de ma famille, pour que justement en cas de confinement, en cas de situation drastique, on puisse s'entre-soutenir pour que la maladie ne se propage pas et que les conséquences n'aillent pas au-delà de la maladie. Parce que les conséquences du coronavirus dépassent les conséquences physiques. Ce n'est pas seulement la maladie. Il y a des gens aujourd'hui qui ont fermé boutique, qui ne savent pas ce qu'ils vont manger ce soir. Qu'est-ce que toi et moi et les autres nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons pour tendre la main? Voilà la seule fois où on peut tendre la main, c'est pour donner. Avec coronavirus, on ne doit pas se saluer, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas de tendre la main, ça n'empêche pas de donner. Et j'exhorte tout le monde à donner ce qu'il peut de son temps, de son savoir-faire, de son énergie et aussi un peu de son argent pour que les autres puissent vivre mieux. Et c'est comme ça que nous pourrons, en tant que société, en tant que peuple avec un destin commun, nous en sortir face à coronavirus. Docteur Niaouni, merci d'être passé ce matin à Soleil d'Afrique pour donner davantage de précision et de permettre à la population de pouvoir se prémunir face au Covid-19. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de remercier votre télévision pour m'avoir donné l'opportunité de communiquer avec la population. Mais c'est aussi de lancer un appel que nous sommes toujours ouverts et que nous voulons encore et encore que les gens se joignent à nous pour combattre le coronavirus. On a un site web, on a une page Facebook et autres. Ils pourront nous contacter à travers les réseaux pour que nous puissions ensemble combattre le coronavirus. Voilà mon appel. Voilà, que chaque fils et chaque fille du Burkina joue son rôle et c'est extrêmement important. Merci beaucoup. Merci docteur. Parce que la personne humaine est la plus précieuse des richesses. Parce que c'est ensemble que nous allons réussir. Parce que la solidarité actuellement doit prendre le dessus. Parce que ensemble, nous devons être plus forts. Nous devons penser ensemble. Nous devons penser nous et non je. Alors, c'était notre séance d'entretien de ce matin avec le docteur Moumini Niaoné. Merci déjà, merci encore. Et chers téléspectateurs, le message est passé. Prenez soin de vous surtout. N'oubliez pas les mesures sanitaires. Prenez soin de vous parce que c'est en prenant soin de vous que vous prendrez soin des autres. Merci d'avoir suivi Soleil d'Afrique. Rendez-vous demain pour un autre sujet. Que Dieu nous garde et meilleure santé à tous les malades. Moi, je suis membre volontaire du contre le Covid-19. J'espère que toi aussi, tu te joindras à la Ligue pour qu'ensemble nous réussissions ce combat-là. Je vous remercie. Merci.